Et donc la réalité, c'est que les classes, cette espèce d'oligarchie dirigeante, est tout à fait ravie de prêter son argent aux États, de les rançonner. Emmanuel et je termine. Et ensuite, oui. voilà. Et ensuite, je pose une question. Merci. Et ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que là, on nous dit, oui, alors il y a 250 milliards dans le budget de l'État qui partent au service de la dette. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Vous êtes démographe, historien, politologue, essayiste, et vous travaillez sur beaucoup de sujets, notamment l'origine des systèmes familiaux, qui vient d'être publié chez Gallimard, mais vous avez écrit après l'Empire, après la démocratie, sur lequel, dans ces livres, vous évoquez justement... ce qui se passe maintenant. Oui, c'est ça. La faillite de l'Amérique, les problèmes de démocratie en Europe. C'est après la démocratie que le livre le plus actuel, puisque c'est un livre qui a posé un an après l'élection de Sarkozy la question de la dérive antidémocratique des systèmes les plus avancés, dont les systèmes européens. Et je dois dire que ce titre, après la démocratie, voyant ce qui s'est passé en Grèce, en Italie, où je vois des espèces de technocrates mafieusement associés à des trucs comme Goldman Sachs, s'ériger en maître des populations, leur interdire de voter. Après la démocratie est un titre dont je suis assez fier, en fait. Alors effectivement, ces derniers jours, vous revenez un peu sur le devant de la scène avec des interviews qui décapent et vous jetez tout à la poubelle. Les gouvernements qui sont à la botte des riches, les grands médias qui sont tenus par l'argent, et vous proposez dans Le Point carrément d'effacer la dette de la zone euro. Oui, mais ce qu'il y a dans cette interview du Point qui est extrêmement brutal. Vous le reconnaissez. Absolument, mais je veux dire... Pourquoi cette colère? Pourquoi d'abord cette colère et cette brutalité? Non, l'important n'est pas la brutalité. Les scientifiques sont souvent brutaux. Hein. Mais l'important est la cohérence. En fait, c'est un modèle qui est présenté dans cet entretien du Point. C'est rare de voir dans la... C'est de la sociologie à chaud. Avec Elisabeth Lévy. Oui, c'est de la sociologie de ce qui se passe à chaud. Et le point de départ du modèle, c'est d'abord de démasquer derrière toutes sortes de termes qu'on utilise... les banques, les États, les marchés, Bruxelles, Francfort. Même l'opinion. La réalité de ce qui se passe, et la réalité de ce qui se passe, c'est que une nouvelle caste de riches, je veux dire, a pris le pouvoir et utilise tous ces instruments en prétendant ou en faisant de croire qu'il y a un conflit entre le marché et l'État, alors qu'en fait, il y a une complicité fondamentale de tous les acteurs. Tout le monde va dans le même sens, en fait. Tout le monde va dans le même sens. Mais l'oppression des classes défavorisées, concrètement. Pour la dette publique, par exemple, il y a une sorte de jeu pervers entre les gens qui concoctent les plans d'austérité et les gens qui menacent de mettre des mauvaises notes aux États s'ils ne se tiennent pas bien. Et alors, le jeu idéologique, c'est pour le moment, il est totalement dominant. Peut-être ils iront plus cette semaine, j'espère. C'est de dire que en fait, la dette, les coupables, ce sont les emprunteurs. Donc les Français sont laxistes et dépensiers, les Grecs n'en parlons pas, les États en général. Pour vous, ils n'ont aucune responsabilité dans la situation. En fait, je pense que la vérité, je ne l'ai jamais formulée comme ça, mais puisque vous le dites, je dirais qu'ils n'en ont aucune. Et on ne voit jamais le mécanisme fondamental de l'endettement, je veux dire historiquement et économiquement, c'est la volonté des prêteurs. C'est-à-dire que pour qu'on puisse emprunter. On est tenté. Non, c'est-à-dire et on est poussé à dépenser. J'essaye de... Oui, non, mais là, il y a une mécanique du système économique général qui s'est mise en place avec le libre-échange. Le libre-échange, ça met en concurrence toutes les populations actives. On fait intervenir des populations à très bas salaire de l'extiers-monde, en Chine, en Inde ou ailleurs. Donc on obtient une compression, je dirais, des ressources des gens ordinaires. Une stagnation ou une baisse des salaires, évidemment, ces gens sont poussés à s'endetter. Et puis, d'un autre côté, comme tout ce beau mécanisme fonctionne pour dégager un taux de profit à 15%, il y a une accumulation d'argent, je dirais, en haut de la structure sociale. Et les gens qui ont d'argent, je veux dire, l'une des grandes fiertés de mon existence, moi qui viens d'une excellente famille de gauche, c'est d'être finalement arrivé à me mettre à la place des gens riches. J'ai un truc que j'ai compris sur les gens riches, c'est que les gens riches ont leurs problèmes. Et leur problème, c'est que faire de leur argent. Et prêter à l'État, c'est totalement génial, puisque vous croyez avoir une sorte de garantie maximum. Et donc la réalité, c'est que les classes, cette espèce d'oligarchie dirigeante, est tout à fait ravie de prêter son argent aux États, de les rançonner. Emmanuel je termine. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je pose une question. Merci. Et ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que là, on nous dit, oui, alors il y a 250 milliards dans le budget de l'État qui partent au service de la dette, dont 50 milliards d'intérêts. C'est affreux parce qu'on a trop dépensé. Mais non, il faut regarder ces sommes différemment. Il faut voir que l'impôt,
puisque tout ça, ces milliards seront ramassés, extraits autoritairement par l'impôt étatique, l'impôt sert à extraire de l'argent qui ira aux riches. Et donc l'État est complice des riches. C'est l'argent des riches. Et qu'on est passé à un État de classe à l'ancienne. Dans cette vidéo, on revient sur les propos d'Emmanuel Todd, historien et démographe, qui dresse un portrait sans détour de notre système politique et économique. Entre la montée des élites technocratiques, la crise de la démocratie et les tensions entre la France et l'Allemagne, son analyse soulève beaucoup de questions. Sommes-nous vraiment encore en démocratie? L'Europe peut-elle se réinventer face à la domination économique allemande? Et que penser des solutions qu'il propose? Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos sur l'actualité politique. Restez à l'écoute pour tout comprendre. Vu-là, il n'y a pas de problème, mais comme je suis historien et anthropologue, je formule les choses différemment. C'est-à-dire, moi, je partirais du fait qu'il y a un style culturel allemand qui est associé à une structure familiale autoritaire et qu'au-delà même, qui produit un certain type de rigidité, qui conduit au comportement complètement, alors là on peut y aller, obtus, non pas simplement d'Angela Merkel, mais de la classe dirigeante allemande. Et au-delà de ça, je m'intéresse beaucoup au style relationnel dans les différentes populations. Il y a dans la culture allemande une préférence pour la brutalité dans les rapports. J'en ai parlé beaucoup avec des spécialistes. Et la vérité, c'est que si on ne dit pas clairement ce qu'on pense, on met les Allemands, qui ont une culture admirable, je veux dire, on les pousse à dériver au paroxysme de leur propre système. Donc ils seraient reconnaissants si on leur dit « ah bon, ça va comme ça ». Donc vous dites, dans le fond, vous dites Nicolas Sarkozy devrait dire « ça va pas, on arrête tout, je suis pas content, la Banque centrale doit émettre et doit absorber la dette de la zone euro, doit nous soutenir, on arrête tout ». On peut négocier. Ça, quand vous dites ça, vous craignez pas voilà, une vague... Bon, Marine Le Pen a dit hier, c'est l'Europe à la schlag, je défends la France libre, etc. Non, mais il y a un jeu... Vous craignez pas que ça monte, il ne faut pas dramatiser. C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre qu'on a un problème avec l'Allemagne parce que l'Allemagne a fait, sur le plan commercial et industriel, une politique totalement déloyale vis-à-vis de ses voisins. Elle a accumulé des excédents commerciaux en faisant baisser les salaires. Et c'est à cause de ça. Et tous les économistes sont d'accord. Je suis très banal quand je dis ça. Je l'ai appris dans des textes publiés par des économistes tout à fait standards. Et que c'est à cause de ça qu'elle est en situation dominante en Europe. Et donc, il faut simplement... Mais le vrai problème, maintenant, c'est que finalement, les Allemands ne seraient pas allés si loin dans leur rigidité s'ils n'avaient pas été encouragés par les dirigeants de droite européens et spécialement les Français. Je pense qu'il faut affronter l'Allemagne. Je pense qu'il faut le faire clairement et que ça leur ferait du bien. On a les moyens. Attendez. Mais on a tous les moyens. On a les moyens. Économiquement, on n'est pas... on a les moyens parce que les Allemands, en vérité, bluffent quand ils se présentent comme pouvant sortir de l'euro. Je veux dire, si la France sort de l'euro, tout le monde sort de l'euro, et ça veut dire que l'Allemagne se retrouve avec le mark, et le mark, à cause des excédents commerciaux allemands, monte à toute vitesse. Pire que l'yen japonais. Ça se ressemble un peu en termes de structures économiques. Et donc, ils sont étranglés. Et la vérité, c'est que le jour, simplement, où un gouvernement français ose dire aux Allemands, écoutez, vous allez faire telle ou telle chose, on peut différer sur ce qu'on veut faire. Moi, je suis partisan d'essayer de négocier le protectionnisme européen avec les Allemands en employant cette technique. Mais le jour où on leur dit, écoutez, si vous ne devenez pas raisonnable, on sort de l'euro, en l'occurrence, on détruit l'euro, ou on fait l'euro sans l'Allemagne, mais je veux dire, ils ont compris. Je veux dire, tout se passera bien. Et du coup, on arrêterait. Ce qui est la vraie menace actuellement, c'est que la vérité, c'est que l'attitude peureuse des élites françaises, du gouvernement français, laisse se développer de la germanophobie. La France crée cette germanophobie, elle est partout. Je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe en Grèce, les types sortent des croix gammées. Moi, je dis qu'il faut parler clairement et même brutalement à l'Allemagne pour empêcher la montée de la germanophobie, parce que sans ça, on y va. Dans un autre papier que vous avez fait avec Mediapart, vous avez 4 mesures si vous étiez élu président, engagé donc un dialogue musclé avec l'Allemagne. Vous venez de dire pourquoi. Je viens d'exposer mon programme. Ça, c'est clair. Voilà. Nationaliser les banques, préparer le défaut de la dette publique. Donc, je veux citer Hugues Seraf, Atlantico, il dit c'est un peu se tirer avec la caisse. Et puis, 100 000 nouveaux postes dans l'éducation nationale. Et alors là, 100 000 vous, et c'est Jean-Michel Apathy qui vous dit, notre confrère de RTL, qui dit bon alors vous êtes candidat à la présidentielle, vous faites concurrence à Mélenchon quoi.
Alors oui, honnêtement, j'ai parcouru le truc d'Apathy qui n'est pas d'un très haut niveau intellectuel et qui ne donne pas vraiment d'arguments et qui surtout n'a absolument pas... Il est bien écrit, il est très bien écrit. Vous rigolez? Allez, non, écoutez, ça c'est mon métier, donc je juge ça. Bon. Mais pour en venir, en fait, il n'a pas du tout compris, je peux vous révéler l'astuce fondamentale de ce point terminal. Je suis tout à fait sérieux sur ce que j'ai dit sur ces points, mais le dernier point, c'était pas du tout une sorte de maximalisme, j'ai vraiment trop obtus pour avoir compris. C'était un clin d'œil pour dire, non mais quand même, faut pas déconner, je vais voter François Hollande, qui est un type solide et qui permettra à la gauche au pouvoir d'ouvrir le débat. Donc le coup des 100 000 postes, c'était une façon de dire, j'approuve tout à fait François Hollande. C'était au second degré, complètement c'était une manière de mais vous dire, Apathy, comme un Allemand, comme un Allemand. Bon, allez, et donc concrètement, vous dites, avec tout ce que vous venez de dire, je soutiens François Hollande, qui lui saura faire peur aux Allemands. Alors, je vais vous dire la configuration dans laquelle on est. Je reviens du modèle sociologique que je développais au départ, l'idée de cette oligarchie dominatrice, je veux dire, qui utilise l'État. Donc François Hollande, il n'en ferait pas partie, lui. Je veux dire, si vous voulez, Nicolas Sarkozy, en dehors du fait qu'il n'est pas capable de négocier avec l'Allemagne parce qu'il est lâche, c'est un type qui cède toujours aux forts et qui tape sur les faibles. Il est le représentant de cette oligarchie. Donc, dans la situation actuelle, la droite est pratiquement mécaniquement conduite à servir l'oligarchie, s'incliner devant l'Allemagne, et je pense qu'elle va taper sur les immigrés. Donc, la gauche sera différemment. Mais la gauche peut ouvrir le débat. Et la gauche sera, je pense... Je souhaite, j'espère, mais je pense en tant que prospectiviste, la gauche sera amenée à faire le bon choix. Et je pense que François Hollande sera très bien pour ça. Merci Emmanuel Todd d'être venu sur notre plateau. Je suis sûre que ça va hérisser beaucoup de mots et qu'on va avoir beaucoup de réactions. C'est très bien. On va les faire. Puis vous viendrez débattre sur notre plateau avec des contradicteurs. Merci. C'est le 20h de Marc Hautement, bien sûr.